Bonjour, merci Madame la députée. Clémence Artaud, avocate au cabinet Saman. J'avais une petite question. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais quel rôle voyez-vous aujourd'hui pour le Parlement dans la recherche d'un meilleur dialogue avec les États-Unis, notamment sur la régulation financière. Donc on sait qu'il y a un manque de convergence entre les États-Unis et l'Europe qui crée parfois des barrières ou des blocages dans la régulation financière. Je crois qu'il y a un dialogue qui s'est créé avec la Commission. Je me demandais un petit peu comment est-ce que le Parlement, comment est-ce que vous voyez ça, qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer à ce niveau? Alors moi j'ai fait le voyage à Washington en particulier parce que je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on a mieux à faire avec les Américains que ce qu'on fait en ce moment. Il y a des véritables chantiers qui sont laissés en déshérence quand on pense aux CCPs, quand on pense, il y en a d'autres. Donc j'ai été frappée par l'intérêt, enfin, pas exagérer, mais disons que j'ai été reçue par beaucoup de gens. J'ai rencontré le sénateur Shelby, qui est le président de la commission qui s'occupe de banking, etc., et finance, puis un certain nombre de staffeurs et des gens. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. Une certaine similitude de vue, notamment au Congrès, sur la question de la démocratie et de la accountability. Ça, je crois que nous avons en commun. Et moi, j'appartiens peut-être à une vieille génération, je suis un peu vieux jeu, mais je pense que le transatlantique, ça compte. Je pense que malgré tous les défauts qu'on a et qu'ils ont, on reste quand même des pays qui s'efforcent d'avoir une vision de liberté, de démocratie. Donc, je crois qu'on devrait travailler plus avec les Américains, incontestablement. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre ces questions dans le TTIP? Personnellement, je pense que oui. Cela dit, le TTIP est tellement mal parti pour tout un tas de raisons que c'est peut-être une chance qu'on ne les ait pas mises dedans. Du coup, on va peut-être pouvoir les travailler dans un autre cadre. En tout cas, on a besoin d'avancer avec les Américains. Pas seulement avec les Américains, mais aussi autour du transatlantique, de manière, le cas échéant, à agréger d'autres pays du monde. Encore une fois, je ne dis pas de manière fermée pour faire bloc, mais parce que c'est important en termes de volume de capitaux échangés, de volume de transactions, etc. J'ai un problème plus fondamental avec les États-Unis, et là-dessus, je n'ai absolument pas la question, mais je l'ai posé dans ces termes-là à mes interlocuteurs américains. Parce que notamment, ils étaient très anti-TTIP. Et je pense que nos sociétés devraient se poser la question, mais quand Edouard dit qu'il n'y a pas de réflexion stratégique, je pense que c'est pas seulement en matière de finances, c'est qu'on se trouve quand même dans une situation bizarre avec les États-Unis. Vous avez des opinions, je ne sais pas si vous avez vu l'ampleur des manifestations en Allemagne, qui sont en Europe, en tout cas continentale, mais je pense que sur certains sujets, ça serait le cas aussi au Royaume-Uni, très réservées, pour dire les choses de manière polie, vis-à-vis des positions américaines, voire dans une hostilité farouche. Mais on a juste un petit lien entre nous qui est l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens avec lesquels, en théorie, on est prêt à mourir les uns pour les autres, pour assurer notre défense et notre sécurité. Maintenant, sur la question de savoir quel est le type de poulet qu'on mange, comment on organise les CCPs, là, on n'est plus capable de se mettre d'accord. Non, mais ça peut paraître drôle de le dire comme ça, mais moi, ça me fait pas rire, je trouve que c'est assez grinçant. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, à mon avis, si d'abord les mouvements anti-TTIP ont souvent des liens avec la Russie, et si une partie de l'agit-prop anti-américaine en ce moment, on voit assez bien d'où elle vient. Donc je pense qu'il y a un lien plus profond qu'on ne pense entre les affaires stratégiques au sens sécurité et défense et les questions stratégiques au sens commercial et financier. Donc, commercial, ce qui est dans le champ du TTIP, et financier, ce qui n'y est pas. Donc autant vous dire que ça dépasse mes modestes moyens, mais je pense qu'en tirant sur le fil financier, on ne fait que mettre en relief un malaise plus général. Et on parlait tout à l'heure avec Edouard du manque de travail. Enfin, moi je suis un peu frappée par le fait que des relations, ça se travaille. Et la relation transatlantique, en ce moment, et ça me frappe autant en Allemagne qu'en France, hein, elle est un peu en déshérence, elle est un peu laissée au fil de l'eau. Les Américains ont tendance à se tourner vers le Pacifique, mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a beaucoup de clients en Asie, etc. Il ne faut pas non plus toujours leur reprocher à eux. Enfin voilà, à mon sens, vous mettez le doigt sur quelque chose de très profond. On aurait besoin de travailler là-dessus, et je dirais que le mieux, peut-être quand les choses sont très très compliquées, c'est d'ouvrir des chapitres les uns après les autres. Voilà. En matière de finances, on a des intérêts, on pourrait déjà essayer d'aller plus loin. Alors la Commission essaye de le faire, c'est pas évident. J'ai été très frappée à Washington par l'opposition, mais vraiment radicale, entre les républicains et les démocrates.
Manifestement, leur système politique qui était quand même fait pour des accords bipartisan, mais de moins en moins. Toute tentative de dire on va discuter quoi que ce soit est vue par les démocrates comme la mise à terre de Dodd-Frank, etc. Dans Dodd-Frank, on n'y touche pas. Les républicains, eux, ont envie d'ouvrir le chapitre, pas forcément pour nous faire plaisir, c'est aussi parce que pour eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire que s'ils voient un moyen de faire sauter ce que les démocrates ont fait, ils ne sont pas... Vous voyez, donc, voilà, on est dans des jeux politiciens et les leurs n'ont rien à envier aux nôtres et les nôtres n'ont rien à envier aux leurs. Plus, aux États-Unis, la division quand même très profonde des agences entre elles. C'est-à-dire que nous, on a un problème de division entre États membres, on a peut-être quelques institutions, genre, je vois qu'ESMA est là, ESMA par rapport à la Commission, EBA par rapport à la Banque centrale, bon. Mais ça n'a rien à voir avec les oppositions qu'il peut y avoir entre la FDIC, la SEC, etc. Et la manière dont ils font leur règne n'est pas simple parce que, pour notre affaire. Parce que, comme ils délèguent beaucoup aux agences, le problème démocratique, ils ne le voient quand même pas tout à fait de la même manière. Et au Congrès, les gens voudraient à la fois récupérer, si j'ose dire, la main en termes de démocratie par rapport aux accords globaux, mais on voit bien que ce qu'ils ont aussi en tête, hein, c'est récupérer la main par rapport aux agences indépendantes. Donc tout ça fait que je ne suis pas là à dire que c'est facile. Je crois qu'il faut qu'on y mette un peu plus d'énergie. Et ce qu'a dit Edouard Belençin est très juste, c'est-à-dire que Lord Hill a lancé la Capital Markets Union. Pour l'instant, c'est un cadre qu'il faut remplir. Mais selon ce qu'on mettra dedans, selon le degré de vision internationale qu'on aura eu pour anticiper des évolutions, pour au moins avoir conscience de ce qu'on fait par rapport à ce que font les Américains et autres, plus on aura de chances que ça réussisse. Ça peut aussi rester un cadre assez vide et pour l'instant, on a quoi? Prospectus et titrisation. Voilà, c'est relativement modeste à ce stade. Juste sur les Américains, la bonne nouvelle, c'est que on a Madame Sharon Bowen qui vient faire une visite en France autour du 18 novembre et dont l'objectif explicite est de venir écouter les différents constituants de l'industrie financière sur les problèmes qu'ils rencontrent compte tenu de la divergence de régulation entre l'Europe et les États-Unis. Donc nous avons une réunion avec les corporates, ce qui veulent voir la real economy, qui sera organisée le 18, donc vous êtes bienvenus, puisque c'est la première fois que nous avons l'opportunité d'expliquer les problèmes, et après on verra comment on fait la suite. Donc là, il y a un rendez-vous. Ceux qui sont intéressés par mettre de la matière, ce sont que des opinions sur la divergence. Bienvenue au club. Henri Raymond de la CRH, Caisse de financement de l'habitat. En matière de procédés utilisés aux États-Unis et éventuellement en Europe, qu'est-ce que vous pensez de la volonté affichée par les autorités européennes de promouvoir la titrisation en Europe à tout prix? Oui, vous savez, c'est toujours un peu manichéen tout ça. Les gens pensent qu'il y a toujours la bonne titrisation et la mauvaise titrisation. Donc ce que je peux vous répondre, c'est si c'est pour faire de la bonne titrisation, si on arrive à trouver les bons critères et que ça permet de booster l'économie, on n'a toujours pas atteint le niveau d'investissement qui était celui d'avant la crise. On a un retard à combler, on a un retard d'innovation, c'est d'ailleurs aussi le but du plan Juncker, donc on ne sait pas ce qu'il donnera, mais là maintenant les institutions sont en place. Donc moi je suis agnostique si vous voulez, je ne fais pas partie des gens qui disent que parce que quelque chose n'a pas marché dans le passé, dans certaines conditions d'irresponsabilité caractérisée, il n'y a aucune chance de réutiliser un outil mieux. Voilà. Mais je suis bien évidemment très circonspecte parce que, encore une fois, il faut voir quelles sont les conditions qui accompagnent cette titrisation. Puis il y a une question un petit peu derrière, c'est est-ce que le marché a vraiment besoin de liquidité? Est-ce que c'est ça le problème? Ou est-ce qu'on fait ça parce que dans le fond, on n'arrive pas à s'attaquer à d'autres questions? Et moi, les propositions que j'ai faites en réponse au livre vert de la Commission sur la Capital Markets Union, c'est que je suis persuadée qu'en Europe, on a une fiscalité qui est dissuasive, qui en tout cas canalise l'épargne vers certains types de produits. On a des obstacles pour les startups, etc. Enfin, le manque d'innovation ne vient pas forcément du manque de liquidité sur les marchés, je crois pas. Il y a des tas d'autres facteurs qui jouent, et c'est pour ça que le droit des faillites aussi, quand vous voyez des pays comme l'Italie, par exemple, la longueur des procédures judiciaires, etc.,
c'est un frein aux investissements. On n'a pas fait un environnement qui est business vraiment orienté. Et encore une fois, vous allez dire, je suis peut-être un ayatollah de l'Europe, mais la fragmentation fiscale est un des tabous européens. Tant qu'on ne s'attaquera pas à la fragmentation fiscale, on continuera à être dans un système qui est très très largement suboptimal. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des améliorations à apporter. Arnaud Bresson, Europlace. Je reviens sur les aspects stratégie. Vous avez parlé à plusieurs reprises de la stratégie pour l'Europe. Sur cette question précisément des réformes financières, de la régulation financière, de l'évolution du système financier européen, est-ce que le Parlement européen ne pourrait pas essayer de mettre les choses sur la table au moment de cette Capital Market Union? On a l'impression qu'on prend des sujets un peu de mode, donc la titrisation, le financement des PME, et on ne réfléchit pas à l'existence d'un système financier, notamment bancaire européen. On en parlait avant la séance, avec ce qui se passe aujourd'hui avec la réforme bancaire qui est en train de se profiler, et le fait qu'on a vraiment le sentiment, vu les places financières continentales, que nous sommes en train de remettre les clés du financement de l'économie européenne à quelques investment banks américaines à Londres, faute d'avoir une vision pour le système financier bancaire européen, que ce soit dans nos grands pays, d'ailleurs, l'Allemagne, la France, et encore plus dans les petits pays européens, où on ne voit aucune réflexion sur ces sujets. Donc le prospectus, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion à mener? Vous parliez de la difficulté du dialogue avec les experts de Bâle. Oui, en dialogue avec les experts, mais avec une volonté politique européenne de construire un système financier européen dans un monde qui sera, comme vous le disiez, multipolaire. Quel objectif peut-on se fixer dans ce domaine? Écoutez, on essaye, hein. Je crois qu'on est un certain nombre à pousser un certain nombre d'idées. Il se trouve que je suis un des shadow rapporteurs sur le texte Banking Structure Reform et que ce dossier montre bien qu'il n'y a pas eu de vision d'ensemble. Plus exactement, parce que moi je ne veux pas accabler les autres, et d'ailleurs il n'y a pas que des génies au Parlement européen, donc ça, il ne faut jamais raisonner en termes institutionnels. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un agenda qui a été porté à l'époque de Michel Barnier, notamment pour mettre en œuvre la feuille de route du G20, ce qui était plutôt correct. Moi je trouve que la démarche était correcte, puisque chefs d'État et de gouvernement se réunissent dans l'urgence, alors que la crise est vive, ils décident un certain nombre de choses. Et la Commission qui a le monopole d'initiative. Je le rappelle, tout ce que dit le Parlement européen c'est gentil, mais le monopole d'initiative est à la Commission. La Commission a fait, vous vous souvenez du petit tableau de Barnier avec les couleurs, il était très content quand les textes commençaient à être adoptés, etc. Bon, il se trouve que, moi je m'en souviens très bien parce que j'étais aussi un des rapporteurs du paquet supervision qui avait été mis en place, qui a été lancé en 2010 à la suite du rapport de Jacques de Larosière. Les gouvernements ont changé de pied. C'est-à-dire qu'à l'époque du rapport de Jacques de Larosière, donc 2009-2010, quand le Parlement européen, alors pour le coup on l'avait fait avec José Manuel García Margallo, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères espagnol, on avait proposé l'union bancaire. On avait fait des amendements objectivement totalement délirants par rapport à ce que fait le Parlement d'habitude. C'est-à-dire qu'on nous avait donné un paquet où Jacques de Larosière avait été le plus loin qu'il pouvait, mais il avait été obligé de tenir compte, je dirais, de l'état d'esprit ambiant. Et là, prenant nos responsabilités, avec un accord des 4 principaux groupes politiques de l'époque, on avait fait des propositions qui allaient beaucoup plus loin. Réponse des ministres en 2010, vous êtes des irresponsables, vous êtes des fous, ça ne peut pas, it cannot impinge on my budget, etc. Bon, bref, les gouvernements en 2010 refusaient de faire le lien, et la Commission avec, même si elle en pensait peut-être un peu, trop, entre les problèmes bancaires et les problèmes de dette souveraine. Ça paraît fou, c'est pas si loin dans le temps, mais en 2010, les gouvernements n'étaient pas prêts à considérer que pour régler la question de la dette souveraine, il fallait s'attaquer au problème des banques. Je ne dis pas qu'on a été forcément géniaux, mais enfin on avait eu une espèce d'intuition qui nous paraissait... En 2012 est intervenue par contre la décision du Conseil européen en juin 2012, notamment avec l'impulsion de Mario Monti à l'époque, mais d'autres aussi, l'aggravation de la crise, de lancer ce qu'on a appelé l'union bancaire, avec la création d'un superviseur unique doté des pouvoirs réels de contrôle, le transfert en fait de la supervision au niveau de la zone euro. Et si on regarde bien, le rapport Liikanen et ce qui concernait la structure des banques s'inscrivait
Avant, enfin, il y a eu d'abord le SSM, mais excusez-moi, j'ai oublié de dire, il y a eu aussi tout ce qui concernait, je n'aime pas en français quand on dit résolution, et donc la faillite ordonnée des banques. Vous voyez ce que je veux dire, le BRRD, le Resolution Fund, le Resolution Mechanism, etc. Et tout ça, toute cette logique de bail-in, toute cette logique qui est quand même fondamentalement différente de ce qu'on faisait avant, et qui a eu son parallèle au Financial Stability Board au niveau global avec la création du TILAC, dont on peut se demander d'ailleurs s'il est tout à fait compatible avec les règles de BRRD, mais c'est une autre affaire. Mais enfin, disons que la logique est devenue l'idée de mettre en place une logique de bail-in. Du coup, le texte sur la réforme structurelle des banques, il s'est retrouvé un peu en porte-à-faux. Parce qu'il arrive à un moment où on a déjà créé un superviseur qui a des pouvoirs discrétionnaires et qui peut aller jusqu'à prononcer la séparation des banques, et il arrive après la reconnaissance de l'idée que si une banque fait faillite, il faudra plutôt faire appel à ses créanciers qu'aux contribuables. Donc je crois qu'on a typiquement là, c'est pour ça que je ne veux pas accabler les collègues ou autres, on a typiquement le genre de télescopage de calendrier qui fait qu'à un moment donné, la bonne solution c'était de retirer le texte. L'outil Better Regulation le permettait, mais c'est là qu'on voit que, si j'ose dire, je sais qu'il y a quelqu'un de l'ambassade du Royaume-Uni, mais même les conservateurs britanniques qui font toujours partout des grands discours, red tape, less Europe, etc., quand ils ont l'occasion de retirer un texte, c'est quand même compliqué de retirer des textes, c'est quand même très compliqué, parce qu'après on peut être stigmatisé comme le commissaire qui n'a pas voulu réguler, etc. Donc on voit bien pourquoi on se retrouve très vite piégé à avoir beaucoup de régulation en Europe, c'est qu'une fois que quelque chose est dans le pipeline, c'est difficile. Donc pour répondre à votre question, qu'est-ce que peut faire le Parlement européen? D'abord, le Parlement européen pourrait s'abstenir de faire des accords aussi idiots que celui qui a été conclu la semaine dernière en catimini par les socialistes et le PPE sur ce texte-là, qui à mon avis est un mauvais accord, donc j'en profite pour vous dire, je suis un des shadows, je pense que ça vous intéresse. En gros, c'est un accord qui n'est pas très courageux, qui d'abord fait semblant qu'il y ait un accord avec chez certains de ceux qui l'ont conclu l'idée que le Conseil détruira tout ça au trilogue. Moi, ce n'est pas ma conception du rôle du Parlement. Quand je vais au Conseil, je veux défendre des idées, je ne veux pas aller leur demander d'être plus intelligents que nous. Deuxièmement, le vrai problème, c'est que le rapporteur socialiste Jakob von Weizsäcker a introduit des thresholds dont on ne sait pas très bien d'où ils sortent. Et là, pour le coup, je pense que l'idée d'avoir des impact assessments, enfin de se poser un peu les questions véritablement du champ auquel s'applique une réglementation, d'être capable de dire à qui ça s'applique déjà, avant de trancher, de dire qu'on est pour ou contre, je trouve très étrange que des gens lancent comme ça des textes. Pour mémoire, on peut penser ce qu'on veut du texte de Michel Barnier et de la Commission, mais en gros, il visait une trentaine de banques. Donc il disait, pour une trentaine de banques, la question de la séparation de certaines activités peut se poser. Quand vous frappez une trentaine d'établissements qui sont répartis dans différents États membres, vous avez un certain level playing field, vous demandez au superviseur de regarder un peu tout le monde. Je dirais que ça reste dans une logique marché intérieur. Il semblerait, encore une fois, moi j'en ai pas la certitude, mais que le texte tel qu'il a été adopté par le PPE et la SND aboutirait à frapper 4-5 banques, dont 3 d'entre elles pourraient se trouver en France, mais je dirais la même chose si les 3 se trouvaient au Royaume-Uni ou en Allemagne. On voit bien ce qui peut se passer. D'abord, vous avez un phénomène de suspicion qui pèse sur quelques établissements, ce qui est mauvais en termes de concurrence. Deuxièmement, même si elles ne sont pas séparées, on donne l'impression que ces banques-là ont posé un problème. Pourquoi? Alors que ça n'est pas avéré dans ce qui s'est passé depuis le début de la crise. Et deuxièmement, si jamais ces banques-là faisaient l'objet de mesures soit de séparation, soit d'ajout de capital, parce que le texte prévoit la possibilité d'un ajout de capital de Core Tier 1, ben vous voyez bien l'impact sur l'économie du pays. Alors évidemment, nos économies ne sont pas financées uniquement par les banques nationales, mais enfin, il y a quand même encore un lien assez fort. Donc c'est un choix très hasardeux. Et juridiquement, à mon sens, encore une fois, on est en train d'essayer de faire regarder ça, le traité ne permet pas aux législateurs de déléguer à la Commission ou à l'EBA, enfin, c'est-à-dire à des autorités de niveau 2, des pouvoirs qui sont des éléments essentiels de la législation. Dire que le montant de capital qu'on demande à un établissement d'avoir en plus en Core Tier 1 n'est pas un élément essentiel de la législation, j'aimerais bien qu'on m'explique d'où on peut sortir une telle argumentation. Donc tout ça pour dire que, honnêtement, pour l'instant, ce n'est qu'un compromis informel, les négociations vont continuer, elles vont continuer au niveau des présidents de groupe, donc la messe n'est absolument pas dite. Par souci d'information, je vous en ai parlé. Mais pour revenir à votre question, ça prouve quoi? Ça prouve que c'est très difficile, dans des systèmes aussi complexes, d'être sûr qu'il y a quelqu'un qui a la vision stratégique, que la vision stratégique à un instant T peut être démentie par des décisions qui sont prises et qui font que des textes qui étaient en cours d'examen se retrouvent quelque peu périmés et qu'on n'a pas forcément le courage
de les retirer. Ça prouve aussi qu'il faut se méfier des parlements. Très sincèrement, je suis très attachée à la démocratisation de l'Union européenne. J'ai écrit des livres sur ce sujet, je crois qu'il faut plus de contrôle et d'accountability. Il ne faut pas non plus avoir la naïveté de penser que les compromis politiciens sont un exemple de modèle de rigueur intellectuelle. Surtout quand on se trouve dans la situation du Parlement européen actuel, qui est un Parlement dans lequel on a ce que les Allemands appellent une grande coalition entre les deux principaux groupes, le PPE et les socialistes. Mais en Allemagne, ils prennent la précaution, quand ils font un gouvernement de coalition, d'avoir ce qu'ils appellent un Koalitionsvertrag, c'est-à-dire un contrat de coalition, dans lequel on a examiné tous les chapitres de l'action publique et il y a eu des concessions réciproques. Là, ce Parlement, ce que je vis au quotidien et qui parfois m'effraie, c'est un Parlement dans lequel on est dans le bargaining permanent entre les grands groupes. Et je ne dis pas ça seulement parce que moi je me trouve dans un groupe plus petit, je pense que c'est malsain. Je pense que c'est malsain pour la démocratie. On a vu dans la mandature précédente à quel point des groupes plus petits, je pense au Verts par exemple, quelqu'un comme M. Gigol, je ne parle pas de moi-même, mais peuvent apporter à un débat. Je crois important que les procédures soient respectées, qu'on ait la chance de faire des amendements, d'être écouté, etc., même si on n'est pas majoritaire. La logique, vous avez tort parce que vous êtes minoritaire, c'est une logique qui frise le totalitarisme, ce n'est pas une logique démocratique. Donc c'est pour ça que je vous dis franchement, les parlements peuvent être le meilleur ou la pire des choses. Les parlements doivent prendre leurs responsabilités. Là, en l'occurrence, on a des élus qui ont tendance à faire semblant d'avoir fait un accord en se défaussant sur des fonctionnaires pour des éléments essentiels de leur compromis, ce qui n'est pas ma vision du travail. Donc voilà, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas accabler le Parlement, il est comme toutes les institutions, et des fois il est bien inspiré, des fois il est moins bien inspiré. Ce qui est certain, c'est que le débat stratégique, je ne sais pas comment dire, le débat stratégique est très très difficile à mener avec 28 États membres et autant d'acteurs, et je ne jetterai pas la pierre à la Commission. On voit bien que la Commission Juncker, avec le plan Juncker, a essayé de ramener les choses au niveau investissement, soutien à l'économie. Lord Hill a fait sa part, parce que je crois que dans l'augmentation du rôle du marché, il y a une bonne chose. Ce qui serait dommage, ça serait que l'augmentation, enfin, que ce ne soit pas une diversification qui soit un plus, mais qu'on fasse venir les marchés alors qu'on a affaibli les banques. À mon avis, on a besoin d'un biotope divers et dans lequel il reste des établissements bancaires, même si l'activité de marché augmente. Oui, je voulais revenir sur les aspects institutionnels. Bon, je suis assez d'accord avec l'analyse que vous avez faite. Il se trouve que bon, moi j'ai une expérience qui est celle de l'IOSCO et aujourd'hui celle de l'IASB, de la fondation IFRS. Je trouve que les questions posées sont complètement légitimes. Je confirme qu'aux États-Unis, il y a des gens qui se les posent de la même manière quand, et pour la première fois depuis quelques années, d'ailleurs, on voit des dysfonctionnements dans le jeu international qui sont assez surprenants. Les Américains, après avoir donné leur accord à des décisions prises à l'IOSCO, à l'unanimité du board, reviennent dessus au niveau domestique parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que le board a décidé, parce que ces technocrates ont décidé. Donc je crois que le problème se pose un peu partout. Il est probablement plus aigu en Europe qu'ailleurs, me semble-t-il, et il nous renvoie à ce que vous nous avez exposé précédemment, qui est au fond la problématique du fonctionnement de l'Europe, de sa dynamique et de ses contradictions internes. Alors dans ce contexte-là, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il faut plutôt privilégier une approche très pragmatique dans laquelle on reconnaît l'incapacité dans laquelle nous sommes de rationaliser notre système et jouer avec des mécanismes de contre-pouvoir, de crise périodique, etc., pour régler les problèmes les plus difficiles, auquel cas on se retrouve dans le schéma actuel avec des représentations nationales qui viennent conflicter avec la représentation européenne, qui est généralement d'ailleurs uniquement des observateurs, ils ne sont même pas membres des institutions. On peut même aller plus loin dans le cadre d'une organisation, il n'y a pas de représentants du tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la nationalité d'un continent, mais ils ne représentent en aucune manière les autorités.
ou bien est-ce qu'il faut essayer d'aller vers une structuration plus forte du dispositif? Est-ce que c'est envisageable que la Commission accepte de renforcer l'ESMA, le BA, etc., comme elle devrait le faire, à mon avis, elle ne le fait pas suffisamment, et aller vers une intégration de la position européenne beaucoup plus forte? Moi, aujourd'hui, d'un point de vue purement pratique, je suis plutôt pour la première solution, parce que je pense que nous tirons plus de bénéfices de cette ambiguïté constructive que nous n'avons de perte, en réalité. Je pense que les phénomènes de bargaining sont tels qu'en réalité, on est obligé de tenir compte de la position des Européens quand ça devient vraiment très chaud, et qu'ils ont un pouvoir de négociation en quelque sorte négative assez fort. Je ne suis pas sûr qu'on soit aujourd'hui capable de proposer une alternative crédible, institutionnelle, dans laquelle les Européens, unis, représentés par la Commission sous le contrôle du Parlement, pourraient jouer comme les Américains le font actuellement. I cannot agree more. Je suis d'accord avec votre présentation avec deux nuances. La première, c'est combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que votre raisonnement marche tant que malgré tout les Européens pèsent. Admettons que ce soit totalement artisanal, un peu... Bon. Ce que je me demande, je ne sais pas si vous voyez les courbes de la progression de la finance asiatique. Pour l'instant, on est dans un monde dans lequel, sur un certain nombre de sujets, on est surtout dans un face-à-face avec les Américains. Les Américains ont vaguement encore quelques liens avec l'Europe. Ils savent à peu près comment ça marche. Donc, combien de temps ça dure? Et est-ce qu'on peut se permettre, dans ces conditions-là, d'être pragmatique et un jour, très très dur, de se faire virer? Parce que c'est ça le danger. Moi, je me souviens d'être allé en Chine, c'était un peu sur d'autres questions, hein. C'était en 2013, c'était sur... J'ai entendu les Chinois me dire, je l'ai mis dans mon dernier bouquin, I don't care about regional elections in the Eurozone, c'était pour la présidentielle en France. C'était, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse une différence entre les bons du trésor italien ou espagnol? Est-ce que ça va durer, les bons du trésor italien ou espagnol? Voilà, c'est ça, le type il est à Shanghai, il investit et il vous dit ça, mais pas de manière agressive. Voilà, c'est bienvenue dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Donc je vous dis, je suis d'accord avec vous que, c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon rapport, qu'à certains égards on n'a pas forcément intérêt à tout mettre tout le monde au cordeau, etc. Mais ça ne durera pas. Et comme tout ce qui ne durera pas, je trouve que vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos intérêts à moyen terme, c'est un petit peu difficile d'en rester là. Donc est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une approche, c'est ma deuxième remarque, dans laquelle bien sûr on a conscience qu'on peut tirer un profit de la situation telle qu'elle est, qui ne va pas changer du jour au lendemain, mais deuxièmement, essayer de se projeter quand même dans quelque chose. Moi j'ai tendance à penser sincèrement que, et c'est pour ça que je crois que la France devrait reprendre de la voie là-dessus. Si vous voulez, tous nos gouvernements ont fait le choix, s'agissant de la zone euro, et c'est un choix qui leur a coûté cher. Si vous regardez ce qui s'est passé, on n'est pas passé loin d'un éclatement de la zone euro. On a eu vraiment très chaud. Aucun gouvernement, mais même pas de Tsipras, c'est ça qui est quand même intéressant, n'a finalement dit « Ok, je m'en vais, tout ça, ça n'a aucune valeur ». Ça veut dire qu'on veut rester dedans. À partir du moment où on veut rester dedans, il faut faire ce qu'il faut pour que ça marche. Voilà. Le whatever it takes ne devrait pas seulement être dans la bouche de M. Draghi, il faut dire whatever it takes du côté politique, ce qui ne veut pas dire qu'on fait tout demain matin. Ce qui manque à mon sens, c'est ce qui a été fait. Regardez en 1950, quand même, Schuman, c'est assez extraordinaire ce qu'il a fait. Il a à la fois affiché un objectif hyper ambitieux, la réconciliation avec les Allemands 5 ans après la guerre, plus dingo, objectivement, il n'y a pas. C'était pas du tout réaliste. Mais les premières étapes, c'était mise en commun du charbon et de l'acier. Donc, je vous dis par exemple, pour ma part, je pense que l'objectif à afficher, et il ne faut pas le lâcher, il ne faut pas rentrer dans l'attitude cynique consistant à dire on n'y arrivera jamais, il faut dire que l'objectif de long terme reste celui de l'unification des intérêts européens, ou au moins des intérêts de la zone euro, admettons. Et à partir de là, par quoi on commence? Et je vous ai dit, pour moi, le premier building block, c'est la banking union. Là, on a pris des décisions, on a avancé, on pourrait essayer de faire quelque chose. On se donne 5 ans. Et ce qui est très important, c'est ce que faisaient nos anciens, et ils avaient raison, c'est d'avoir des calendriers. Il faut un cap et un calendrier. Le calendrier peut être de dire, voilà, pendant, je ne sais pas, 2 ans, on maintient les choses comme elles sont, ensuite on choisit quel est le gouverneur qui va à Bâle, ou on dit que c'est Madame Nemi qui y va, ou peu importe, vous voyez, mais se fixer des étapes et enclencher aussi des dynamiques positives. Parce que le message qui est le vôtre et qui est juste, hein, me paraît un peu court à moyen et long terme. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette démarche, pardon de reprendre la parole un instant, mais
je suis impressionné par le fait que dans les réformes qu'on met en œuvre actuellement, on ne va pas du tout dans la direction que vous dites. Si je prends la réforme de l'EFRAG dans le domaine comptable, on a mis 4 normalisateurs nationaux puissants, qui sont comme les membres du Conseil de sécurité de la comptabilité en Europe, plus 4 nationalités tournantes. Donc on a consolidé la fragmentation souveraine. Et je trouve que c'est complètement absurde. On aurait dû avoir 8 experts désignés à raison de leurs compétences, mais pas en disant il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a l'italien. Cette nationalisation, je vais vous dire une chose, moi je me bats au quotidien, contre la nationalisation des compétences. On devrait nommer des gens parce qu'ils sont bons, on ne devrait pas les nommer parce qu'ils viennent d'un pays. Et si vous regardez la réforme en cours de la Cour de justice, c'est pareil. Mais là, il faut que les citoyens fassent honte à leur gouvernement. Les citoyens ne veulent pas forcément qu'on maintienne ce genre de système qui, en général, d'ailleurs, est très onéreux pour le contribuable, puisque ça consiste à multiplier les postes là où souvent on n'en aurait pas besoin. Donc cette logique qui prévaut dans les DRH des entreprises, qui consiste à nommer des gens parce qu'ils sont bons et pas parce qu'ils viennent de tel ou tel endroit, d'ailleurs on peut leur faire honte, c'est comme si en France il y avait des quotas de Bretons et de Provençaux et d'Auvergnats dans les administrations, ça choquerait tout le monde. Monsieur, la dernière question et après... Oui, c'est alors on en prend 2 d'un coup. Oui, on va parler de... Oui. Alors, je suis toujours inquiet quand on parle de stratégie, parce que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et vous avez évoqué à juste titre le fonctionnement américain, puisqu'effectivement notre monde financier est transatlantique. Et vous l'avez bien exposé, c'est-à-dire cette indépendance des agences américaines qui est institutionnelle et qui est surtout avérée sur le long terme. La semaine dernière, il y avait un grand sujet à Washington, c'était l'augmentation des demandes de capital pour la plus grande banque américaine, Wells Fargo. Donc je ne suis pas du tout sûr qu'eux-mêmes aient une stratégie autre que de régulation au niveau des agences. Donc ma question porte sur... Donc dans le système européen, vous avez évoqué les problèmes que tout le monde adhère. Enfin, on sait bien qu'il y a un problème de représentation extérieure, on sait bien qu'il y a un problème de coordination, mais cette question de stratégie, moi-même, je ne sais pas où elle devrait être décidée, sûrement pas par le régulateur. Le régulateur est chargé d'assurer la sécurité, il n'est pas chargé d'avoir une stratégie. Quand on voit tous les matins M. Draghi faire des nouvelles émissions, plutôt M. Draghi, on peut se demander si le vrai sujet de la cohérence transatlantique que beaucoup de gens souhaitent, dont je fais partie en tout premier, est-ce que ce n'est pas un problème monétaire au départ? Parce que les objectifs ultimes de nos civilisations, et les deux côtés de l'Atlantique sont à peu près semblables. Enfin, je le pense. Donc, est-ce qu'on n'a pas derrière une vraie question monétaire qui est la carence de l'euro, c'est-à-dire l'impossibilité qu'on souhaitait de voir l'euro prendre la place auquel il a droit du fait de la taille de l'économie française par rapport à l'économie américaine. Est-ce que c'est un problème? Votre lapsus est révélateur. Des questions derrière. Merci. Moi, je n'avais pas une question, en fait, c'était plus un témoignage. Je suis Valérie Saint-Saulieu et j'anime une commission de travail à la FTE qui représente les non-financial contreparties, c'est-à-dire l'économie réelle. Et vous nous parliez, Madame la députée, de la difficulté à édicter des régulations qui étaient smart. Et moi, je voulais juste échanger avec vous sur la difficulté que nous avons dans la mise en œuvre de cette régulation. Et je prendrai uniquement comme exemple EMIR. Dans la mise en œuvre d'EMIR, en fait, nous avons eu un certain nombre d'obligations, la plupart étant faciles à mettre en œuvre et apportant beaucoup de bénéfices pour la place pour l'activité de marché. L'obligation de reporting, en revanche, a été quelque chose qui, pour nous, a représenté un saut dans l'inconnu. Et nous avons, depuis la mise en œuvre de cette obligation de reporting, déjà dû réouvrir 2 fois le sujet. C'est-à-dire que les règles étaient insuffisamment précises, insuffisamment détaillées, et donc elles ont déjà obligé le régulateur à faire deux releases, si je puis dire. Et la question que nous avons, c'est ne peut-on s'attendre à avoir un petit peu plus de préparation et un petit peu plus d'études d'impact dans toute nouvelle régulation, de sorte à ce que sa mise en œuvre en soit un peu facilitée. Alors, rapidement, je commence par la dernière question. On peut toujours faire mieux, madame, et on est toujours preneur de retour. Il n'est pas possible de dire qu'on va toujours tout calibrer. La commission Econ a fait pendant la mandature précédente à peu près la moitié de la législation du Parlement européen entier.
Donc quand on fait autant de textes, il est clair, c'est pas une excuse, mais il y a peut-être eu des choses qui ont été mal calibrées. Les autorités ont été mises en place en cours de route. Donc je sais à quel point ESMA, IBA, etc., avec des moyens réduits, ont dû, si j'ose dire, travailler dur pour y arriver. Donc non, votre point est pris. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je crois que faire des études d'impact, ça peut passer pour du temps perdu, mais parfois ça permet d'en gagner énormément au stade de la mise en œuvre. Donc il faut y arriver. D'un autre côté, il peut y avoir des manœuvres dilatoires dans les demandes d'études d'impact. En tout cas, je vois bien les problèmes auxquels vous faites allusion, et sachez qu'on y est sensible, aussi bien pour EMIR que pour MIFID. On sait bien l'impact que ça peut avoir sur vos activités. Alors juste une remarque rapide sur les États-Unis. Je ne crois pas que tout soit monétaire, je pense que la monnaie est quelque chose d'important, et dans votre phrase, il y a eu un lapsus qui était fabuleux, c'est-à-dire que vous pensez que l'euro a droit à avoir une place qui est à la hauteur de l'économie française. Ça, c'était la vision des Français quand ils ont fait l'euro. C'est une vision qui nous coûte cher, non mais je vous taquine un peu, mais ce que je vois bien ce que vous voulez dire, ce que vous avez voulu dire, c'est à la mesure de l'économie européenne, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit acquis dans le monde de la compétition globale. Il y a ce que les Européens font. Quand vous avez eu pendant des années, tous les matins, le FT qui titrait sur la fin de l'euro, la mort de l'euro, les ennuis de l'euro, est-ce que l'euro va s'en sortir? Si vous voulez, je pense qu'on a perdu du terrain par rapport à ce qu'on aurait pu faire dans un contexte plus serein. Et ce contexte n'a pas été serein parce que quand on a fait l'euro, on a aussi fait des erreurs. On n'a pas doté l'euro des instruments de résistance à la crise qu'il aurait été assez sain d'imaginer, même sans être particulièrement pessimiste. Donc je crois que vous avez raison de dire qu'il y a un aspect monétaire qui est très important. De ce point de vue-là, moi je trouve que si on regarde ce qu'on est capable de faire en Europe, quand on fait des institutions fédérales et qu'elles ont des vrais pouvoirs, et que donc les bons ont envie de se trouver à leur tête, ce qui est le cas de Marion Draghi pour la BCE, ce qui est le cas de Madame Vestager pour la politique à la concurrence, on a des autorités européennes identifiées dans le reste du monde, dotées de pouvoirs d'action, qui sont capables d'agir. Quand on fait ça, l'Europe existe. Quand on ne le fait pas, l'Europe n'existe pas. Les gens qui viennent me dire pourquoi l'Europe n'intervient pas en Syrie ou n'est pas capable de régler la question des réfugiés, ben vous pouvez tout simplement répondre parce qu'on n'a jamais voulu qu'elle le fasse. On n'a jamais voulu doter l'Union européenne d'un certain nombre de moyens dans un certain nombre de domaines. Donc en matière de services financiers, il y avait eu les plans de 99-2000, on n'avait jamais voulu aller très loin. On était dans un contexte idéologique de light touch, et puis les États voulaient garder la supervision au niveau national. Là, avec le SSM, on a franchi une étape, et pour conclure, M. Prada avait tout à fait raison de dire qu'on a, je dirais, des résurgences de prurites souverainistes qui font que tout le monde veut nommer son superviseur, son banquier central, son ceci, cela. Et si vous regardez quand même l'évolution des choses, je ne suis pas d'un optimisme béat, mais moi je suis très frappée de voir, après 6 ans, 7 ans de crise, où est-ce qu'on en est? Les institutions qui se sont renforcées, c'est la Banque Centrale Européenne, l'euro, bol en mal an jusqu'à présent, a résisté, et le problème qu'ont les Britanniques, figurez-vous, il n'est pas lié à la faiblesse de l'euro, il est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, il est lié au fait que tout le monde pensait que ce projet allait se casser la figure, et qu'il n'est pas parti pour se casser la figure. Et que c'est ça qui change complètement la donne. Mais évidemment, on est tous tellement le nez sur le quotidien que personne ne prend le temps de voir sur les 5-10 ans ce qui a été fait. Et pour le reste, l'Europe étant ce qu'on en fait, je vais partir à Francfort à la BCE.